Dans les derniers jours de sa vie, le millionnaire fit une demande choquante. La voisine vierge n'aurait jamais imaginé entendre ces mots. Un cri de plaisir au milieu de la douleur de l'adieu. Et sa réponse devint le secret le plus commenté de la rue. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Dans la petite ville de Saint-Malo, entre la mer et les collines, où les maisons anciennes et les rues pavées racontaient les histoires d'une France d'autrefois, Sophie Delcourt marchait d'un pas pressé sur le quai historique. À 22 ans, avec ses cheveux bouclés qui dansaient dans la brise matinale, elle équilibrait des sacs de course et le poids des responsabilités qu'elle portait depuis son plus jeune âge. Le ciel était clair, mais elle avait à peine le temps de l'admirer. Elle devait rentrer rapidement chez elle, où sa mère, Madame Hélène, l'attendait. En tournant au coin de la rue des Fleurs, l'une des plus charmantes du centre historique, Sophie ralentit le pas. Il était impossible de ne pas contempler, ne serait-ce que quelques secondes, l'imposante demeure qui se dressait au bout de la rue, contrastant avec les maisons simples alentours. Le manoir des Vagues, comme l'appelaient les habitants locaux, était une construction d'architecture moderne qui semblait délibérément hors de propos dans ce décor médiéval, protégé par de hauts murs et un portail en fer forgé qui s'ouvrait rarement. « Bonjour Sophie, comment va Madame Hélène aujourd'hui ?» La voix de Monsieur Jacques, propriétaire de l'épicerie locale, interrompit ses pensées. « Elle va un peu mieux, Dieu merci. »« Les nouveaux médicaments semblent faire effet, » répondit-elle, forçant un sourire. « Avez-vous préparé les herbes que j'ai demandées ?»« Bien sûr, ma petite. Bol d'eau, camomille et cette mélisse fraîche que Madame Hélène aime tant. » Il lui tendit un petit paquet enveloppé dans du papier craft. « C'est pour moi aujourd'hui. Monsieur Jacques, ce n'est pas nécessaire. » « Si, ça l'est. Vous êtes comme une famille pour moi. » Le monsieur aux cheveux grisonnants et au sourire, facile insista. « Et le voisin mystérieux? Toujours pas de signe de vie ?» Sophie regarda instinctivement en direction du manoir. « Comme toujours, parfois je me demande s'il existe vraiment ou s'il n'est qu'une légende de Saint-Malo. » Étienne Moreau. Le nom du propriétaire du manoir des Vagues était connu de tous, mais peu pouvaient dire qu'ils avaient déjà vu son visage. Entrepreneur dans le secteur technologique, il s'était installé à Saint-Malo il y a 5 ans, selon les rumeurs, après une tragédie personnelle que personne ne savait exactement détailler. Les histoires à son sujet variaient d'une romance échouée à des scandales d'entreprise, mais la vérité restait protégée par les hauts murs de la propriété. « On dit qu'il est malade », commenta Monsieur Jacques, baissant la voix comme s'il partageait un secret. Le petit Pierre qui livre les courses là-bas m'a dit qu'il semble très affaibli. Il ne sort presque jamais de sa chambre. « Quelle que soit la vérité, j'espère qu'il trouvera la paix, » dit Sophie, prenant congé d'un signe de la main et reprenant son chemin. La maison où Sophie vivait avec sa mère se trouvait à côté du manoir d'Étienne, séparé seulement par un mur couvert de bougainvilliers violets. C'était une construction simple, aux murs blancs et aux fenêtres bleues, avec un petit jardin devant où Madame Hélène, avant de tomber malade, cultivait des herbes médicinales et des fleurs colorées. « Je suis rentrée, maman », annonça Sophie en entrant, déposant les sacs sur la table en bois de la cuisine. Madame Hélène était assise sur la terrasse arrière, enveloppée dans un châle coloré malgré la chaleur douce. À 55 ans, son visage conservait encore les traces de la beauté qui avait fait d'elle l'une des femmes les plus courtisées de la ville dans sa jeunesse. Une maladie auto-immune diagnostiquée 3 ans auparavant avait cependant volé une partie de sa vigueur, la rendant dépendante des soins de sa fille. « Tu as pris ton temps aujourd'hui », observa Hélène, tandis que Sophie s'approchait pour lui embrasser le front. « Je suis passée à la pharmacie pour prendre tes médicaments. Et Monsieur Jacques a envoyé ce thé que tu aimes. Cet homme a un cœur en or. » Hélène sourit, montrant la chaise à côté d'elle. « Assieds-toi un peu avec moi. Tu cours toujours. » Sophie obéit, s'accordant un moment de repos. De là, elle pouvait voir une partie des jardins du manoir voisin à travers une ouverture entre les arbres. Les jardins étaient impeccablement entretenus, avec des fontaines en pierre et des parterres géométriques, mais on y voyait rarement quelqu'un se promener. « Parfois, je me surprends à imaginer comment doit être la vie là-dedans », confessa Sophie, suivant le regard de sa mère. « Avoir tout ce que l'argent peut acheter, mais vivre isolé du monde. »« Tout l'argent du monde n'achète ni la santé ni la compagnie, ma fille, » philosopha Hélène. «
On dit qu'il a perdu quelqu'un d'important. La douleur transforme les gens. Comment? Sais-tu cela? Saint-Malo est petite. Les histoires courent comme l'eau sur les pierres. Hélène ajusta le châle sur ses épaules. De plus, je reconnais la solitude quand je la vois. Il y a une certaine mélancolie dans cette maison qui parle d'elle-même. Sophie réfléchit aux paroles de sa mère. Il y avait quelque chose de poétique dans la façon dont Hélène voyait le monde, même au milieu de la souffrance. C'était l'une des nombreuses qualités qu'elle admirait chez elle. « Je dois préparer le déjeuner », dit Sophie, se levant. « Le médecin a dit que tu dois mieux te nourrir. Toujours à prendre soin de moi. Quand vas-tu t'occuper de ta propre vie? 22 ans. Tu devrais sortir avec des amis, rencontrer des garçons, pas être prisonnière d'une vieille malade. » Maman, nous en avons déjà parlé. Je ne suis prisonnière de rien, j'ai choisi d'être ici. En réalité, Sophie avait renoncé à beaucoup de rêves pour s'occuper d'Hélène. Elle avait abandonné ses études de lettres à Paris pour revenir à Saint-Malo lorsque sa mère était tombée malade. Maintenant, elle donnait des cours particuliers aux touristes et travaillait à mi-temps à la bibliothèque municipale, conciliant les horaires pour être toujours présente à la maison. Ce soir-là, alors qu'elle faisait la vaisselle du dîner, Sophie entendit un bruit inhabituel venant du jardin. Cela ressemblait au son de quelque chose qui tombait, suivi d'un gémissement étouffé. Prudente, elle prit une lampe de poche et sortit vérifier, le cœur battant d'appréhension. La lumière jaune de la lampe perça l'obscurité, révélant une silhouette masculine tombée près du portillon latéral qui séparait les deux propriétés. Pendant un instant, Sophie se figea, mais bientôt l'instinct d'aider prit le dessus sur la peur. « Monsieur, vous allez bien ?» Elle s'approcha avec précaution. L'homme leva le visage, révélant des traits pâles, mais distinctement élégants. Ses yeux d'un brun profond semblaient fiévreux, et sa respiration était laborieuse. Il portait des vêtements coûteux, mais était débraillé, comme s'il avait lutté contre quelque chose. « J'ai besoin d'aide », murmura-t-il d'une voix rauque. « S'il vous plaît. » C'est alors que Sophie réalisa, c'était Étienne Moreau, le voisin mystérieux, l'homme qu'elle connaissait seulement par des histoires et des rumeurs. Et maintenant, dans un étrange tour du destin, il était là, vulnérable et demandant son aide. « Pouvez-vous vous lever ?» demanda-t-elle, lui offrant son bras pour le soutenir. Étienne acquiesça faiblement, s'accrochant au soutien offert. Son corps tremblait, et Sophie pouvait sentir la chaleur de la fièvre à travers le tissu fin de sa chemise. « Je vais vous aider à entrer. Ma mère dort, mais je peux faire un thé, appeler un médecin. »« Non !» Sa voix gagna soudainement, en force. « Pas de médecin. J'ai juste besoin, de me reposer un peu. Mes médicaments, au manoir. Mais je ne peux pas y retourner seule. » Sophie hésita. Devrait-elle vraiment faire entrer un étranger chez elle? Mais il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de désespoir et de dignité blessée qui la toucha. « Appuyez-vous sur moi », décida-t-elle, le guidant lentement à l'intérieur de la maison simple, sans savoir que ce moment changerait irrévocablement le cours de leur vie. L'aube à Saint-Malo apportait avec elle l'odeur de la mer mêlée à l'arôme du café frais que Sophie préparait dans la cuisine. La nuit précédente semblait maintenant un rêve étrange. Étienne Moreau s'était reposé sur le canapé du salon pendant quelques heures, refusant d'aller à l'hôpital, buvant seulement le thé aux herbes qu'elle avait préparé. Quand il avait finalement réussi à reprendre ses esprits, il avait insisté pour retourner chez lui, la remerciant avec des mots formels, presque répétés, avant de disparaître par la porte arrière. « Tu sembles fatiguée », commenta madame. Hélène, observant sa fille avec des yeux attentifs tout en prenant son café à la table de la cuisine. « Tu n'as pas bien dormi ?» Sophie hésita. Elle avait décidé de ne pas parler à sa mère du visiteur nocturne pour ne pas l'inquiéter. « Juste une nuit agitée, rien de grave. Tu es sûre? J'ai entendu des voix hier soir. » Il était impossible de cacher quelque chose à Hélène bien longtemps. Avec un soupir, Sophie s'assit et lui raconta sa rencontre avec Étienne. Il semblait si perdu, maman, si différent de cette figure puissante que nous imaginions. Hélène écouta en silence, ses doigts fins traçant des cercles sur le bord de la tasse. La vie a de ses ironies. Parfois, nous devons tomber pour nous rappeler que nous sommes humains. Tu penses qu'il ira bien? Seul le temps nous le dira. Mais tu as fait ce qu'il fallait en l'aidant, ma fille. Cet après-midi-là, alors qu'elle arrangeait le petit jardin, Sophie fut surprise par un coup au portillon latéral.
Un homme d'âge mûr, portant un costume impeccable malgré la chaleur, la salua avec formalité. « Mademoiselle Delcourt, je m'appelle Auguste Dupont, assistant personnel de Monsieur Moreau. Il souhaiterait vous inviter à prendre le thé cet après-midi en guise de remerciement pour votre gentillesse. » Sophie cligna des yeux, déconcertée. « Un thé, au manoir ?» « Précisément à 16 heures, si cela vous convient. » Auguste tendit une enveloppe en papier épais. Ceci est un petit remerciement préliminaire. Dans l'enveloppe se trouvait un chèque dont le montant fit retenir son souffle à Sophie. C'était suffisant pour couvrir 6 mois de médicaments pour sa mère. « Je ne peux pas accepter cela, » dit-elle, rendant l'enveloppe. « Je n'ai pas aidé votre patron en espérant une récompense. » Une ombre de surprise passa sur le visage de l'assistant. « Monsieur Moreau accepte rarement un refus, mademoiselle. »« Alors ce sera la première fois, » répondit Sophie avec fermeté. « Dites-lui que j'accepterai l'invitation pour le thé, mais rien de plus. » Auguste inclina légèrement la tête, une lueur de respect apparaissant dans ses yeux. « Comme vous voudrez, je viendrai vous chercher à 16 heures. » Quand l'assistant s'éloigna, Sophie remarqua que ses mains tremblaient. Elle n'avait jamais mis les pieds dans le manoir des Vagues, ce lieu qu'elle avait toujours observé de loin avec un mélange de curiosité et d'étrangeté. « Tu dois y aller, » l'encouragea Hélène lorsque sa fille lui parla de l'invitation. « Aimez cette robe bleue qui appartenait à ta grand-mère. Elle va bien avec tes yeux. Maman, ce n'est pas un rendez-vous romantique, c'est juste un thé de remerciement. » Hélène sourit énigmatiquement. « On ne sait jamais où un simple thé peut mener, ma fille. » À 16 heures précises, Sophie franchit les portes du manoir, portant la robe bleue suggérée par sa mère. La beauté du lieu l'impressionna. Des jardins méticuleusement dessinés, avec des miroirs d'eau reflétant le ciel et des sculptures modernes contrastant avec la végétation bretonne. La maison principale, une structure de lignes droites et de grandes fenêtres en verre, semblait flotter sur le terrain. Auguste la conduisit à travers un hall d'entrée décoré d'art contemporain jusqu'à une terrasse offrant une vue imprenable sur la baie de Saint-Malo. Étienne était là, debout près de la balustrade, vêtu d'un pantalon clair et d'une simple chemise blanche qui contrastait avec sa peau bronzée. Il semblait plus fort que la nuit précédente, bien qu'il y eût encore une certaine fragilité dans sa posture. « Mademoiselle Delcourt », la salua-t-il, se tournant avec un sourire contenu. « Merci d'avoir accepté mon invitation. » De près, à la lumière du jour, Sophie put mieux l'observer. Il devait avoir environ 45 ans, avec des cheveux foncés parsemés de gris aux tempes et des yeux bruns pénétrants qui semblaient porter le poids de nombreuses histoires non racontées. « Merci. »« Pour l'invitation, monsieur Moreau, » répondit-elle, acceptant le siège qu'il lui offrait. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Mieux grâce à votre aide. » Il fit un geste et Auguste servit le thé dans des tasses en porcelaine fine. « Je vous dois des excuses pour le dérangement causé. » Ce n'était pas un dérangement. N'importe. Qui aurait fait la même chose? Étienne inclina la tête, l'étudiant avec intensité. « Vous avez refusé mon remerciement financier. Puis-je demander pourquoi? » « Parce que la gentillesse n'a pas de prix, monsieur Moreau. Je ne vous ai pas aidé en espérant quelque chose en retour. » Un silence s'installa entre eux, rempli seulement par le son lointain des vagues et par le chant occasionnel d'un merle. Étienne semblait digérer ces paroles, comme si elles étaient un concept étranger qui devait être traduit. « Vous êtes professeur, n'est-ce pas ?» demanda-t-il finalement. « Je donne des cours particuliers et je travaille à la bibliothèque. »« Municipale. J'ai dû interrompre mes études quand ma mère est tombée malade. Votre mère, Hélène, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle était une artiste talentueuse. » Sophie haussa les sourcils, surprise. « Vous connaissez ma mère? Mont-Saint-Malo est petite, comme vous devez le savoir. Et je m'intéresse à l'art local. » Il fit une pause prenant une gorgée de thé. « Votre travail à la bibliothèque doit être fascinant. » « C'est gratifiant, oui. Surtout quand je parviens à éveiller l'intérêt pour la lecture chez un enfant. Et votre travail? On dit que vous êtes dans le domaine de la technologie. » Étienne acquiesça. « J'ai fondé une entreprise de logiciels il y a 20 ans. Maintenant, elle se gère pratiquement toute seule, ce qui me donne la liberté de me cacher ici. » La franchise inattendue de cette dernière phrase prit Sophie par surprise. « Ce n'est pas se cacher si cet endroit vous apporte la paix, » répondit-elle doucement. Quelque chose dans ses yeux changea, une lueur de reconnaissance, peut-être même de gratitude pour l'absence de jugement dans ses paroles.
Aimez-vous la littérature, Sophie? Le passage au prénom ne passa pas inaperçu. C'est ma passion, particulièrement les classiques français. Hugo, Camus, j'ai une bibliothèque considérable. Aimeriez-vous la voir? L'invitation était tentante. Sophie acquiesça. Le suivant. À l'intérieur de la maison. La bibliothèque était une pièce spacieuse, avec des étagères du sol au plafond en bois sombre, remplies de livres organisés par thème et auteur. Des fauteuils en cuir invitants étaient disposés près des fenêtres, créant des espaces parfaits pour la lecture. « C'est merveilleux », murmura-t-elle, passant ses doigts sur les dos des livres avec révérence. « Vous pouvez venir ici quand vous le souhaitez », offrit Étienne, observant le plaisir sur son visage. « Considérez cet espace comme le vôtre aussi. » Pourquoi? La question s'échappa avant que Sophie ne puisse la retenir. « Pourquoi quoi? Pourquoi cette gentillesse envers moi? Vous me connaissez à peine. » Étienne marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant la mer au loin pendant quelques instants avant de répondre. « Quand vous m'avez aidé hier, vous n'avez pas vu l'entrepreneur, l'homme riche, le reclus dont tout le monde parle. Vous avez simplement vu quelqu'un ayant besoin d'aide. » Il se tourna pour la regarder. « Savez-vous depuis combien de temps personne ne m'a regardé de cette façon? Comme un simple être humain. » La vulnérabilité dans cette confession toucha Sophie profondément. Il y avait quelque chose de profondément solitaire chez cet homme, entouré de richesses matérielles, mais apparemment dépourvu de connexion authentique. « J'ai une demande à vous faire, » continua-t-il s'approchant. « Cela peut sembler étrange, mais j'aimerais que vous m'enseigniez. »« Vous enseignez? Quoi? À vivre comme une personne ordinaire. » Un sourire triste joua sur ses lèvres. « Je veux aller au marché, marcher sur la plage sans être reconnu, prendre un café dans un simple bistrot, sentir le goût de la vie qui existe au-delà de ces murs. Seriez-vous mon guide ?» La proposition était si inattendue que Sophie ne sut pas quoi répondre immédiatement. Une partie d'elle était intriguée, une autre prudente. « Pourquoi moi? Parce que vous m'avez regardé dans les yeux et vu Étienne, pas Moreau. » Il fit une pause. « Je paierai pour votre temps, bien sûr. Il ne s'agit pas d'argent, » protesta-t-elle. « C'est juste que c'est une proposition inhabituelle. » « Je sais, et je comprendrai si vous refusez. » Ses yeux reflétaient un espoir contenu. « Mais j'aimerais que vous y réfléchissiez. » À ce moment, en observant l'homme en face d'elle, puissant et vulnérable en même temps, Sophie sentit qu'elle se trouvait à un carrefour. Accepter cette demande signifierait entrelacer son destin au sien de manière qu'elle ne pouvait pas prévoir. « Je dois réfléchir, » dit-elle finalement. Étienne acquiesça, respectant son hésitation. « C'est juste. En attendant, apportez ceci à votre mère. » Il prit un livre à la couverture usée d'une des étagères. On dit que la poésie apaise l'âme dans les moments difficiles. C'était une édition rare de poèmes de Verlaine. Sophie accepta le cadeau avec un murmure de remerciement, consciente que, quelle que soit sa décision, quelque chose d'important avait commencé là, parmi les livres silencieux de cette bibliothèque somptueuse. Le soleil n'était pas encore complètement levé lorsque Sophie retrouva Étienne au portillon latéral qui séparait les deux propriétés. Il portait des vêtements simples, jeans, t-shirt blanc et une casquette qui ombrageait partiellement son visage. Il semblait plus jeune ainsi, presque méconnaissable comparé à la figure imposante qui habitait le manoir. « J'ai cru que vous aviez changé d'avis », commenta-t-il visiblement soulagé de la voir. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'invitation dans la bibliothèque. Sophie avait eu besoin de ce temps pour réfléchir, parler avec sa mère et finalement accepter d'être le guide d'Étienne dans le monde quotidien qu'il semblait si désireux de connaître. « Nous avions dit 6 heures, non ?» Elle sourit, ajustant la sangle de son sac en paille sur son épaule. Première leçon du monde réel. La ponctualité est essentielle, surtout quand la destination est le marché. Le marché de Saint-Malo, installé 2 fois par semaine près du quai, était une explosion de couleurs, d'odeurs et de sons. Les vendeurs annonçaient leurs produits à haute voix, l'arôme des fruits se mêlait à celui du poisson frais, et la musique d'un violoniste local créait la bande sonore parfaite pour cette expérience sensorielle. Étienne marchait aux côtés de Sophie avec un mélange de fascination et d'inconfort. Ses yeux parcouraient les étals, absorbant chaque détail, tandis que son corps semblait tendu, comme s'il ne savait pas exactement comment se comporter dans cet environnement. « Détendez-vous », murmura Sophie, remarquant sa tension.
Personne. Ne faites attention à vous. C'est la beauté des endroits comme celui-ci. Tout le monde est trop occupé par sa propre vie. Peu, il se détendit. Il observa attentivement comment Sophie négociait le prix d'1 kilo de pommes, goûta une poire offerte par une dame au large sourire et l'aida même à choisir du basilic frais pour la sauce qu'elle prévoyait de préparer. « Mademoiselle ?»« Sophie, ça fait longtemps. » Une femme noire aux cheveux gris attachés dans un foulard coloré lui fit signe depuis son étal d'herbes et d'épices. « Madame Zoé ?» Sophie s'approcha, l'embrassant chaleureusement. « Comment va votre genou ?»« Ah, mieux grâce à cette tisane que votre mère m'a apprise. Et qui est ce beau jeune homme ?» Les yeux attentifs de Zoé examinèrent Étienne avec curiosité. « Voici Étienne, un ami. » Sophie sentit ses joues rougir légèrement avec l'hésitation. « Étienne, voici Madame Zoé, la personne qui sait tout sur les plantes médicinales à Saint-Malo. »« Ravi de vous rencontrer, madame. » Étienne tendit la main formellement, mais fut surpris quand Zoé le tira pour une étreinte serrée. « À mon étal, on n'a pas toute cette formalité, mon garçon. Un ami de Sophie est un ami à moi. » Elle s'écarta, l'étudiant d'un œil perspicace. « Vous avez des yeux tristes, vous savez? Prenez un peu de cette tisane de camomille avec de la mélisse tous les soirs. Ça calme l'esprit. » Sophie observa amusée, tandis qu'Étienne, décontenancé, acceptait un petit sachet d'herbes séchées des mains de la vendeuse. « Merci, » murmura-t-il, glissant le paquet dans sa poche. Ils continuèrent à parcourir le marché, les sacs devenant de plus en plus pleins. Étienne insista pour tout porter, semblant étrangement satisfait de cette tâche simple. « Je n'aurais jamais imaginé que choisir des tomates puisse être si prenant, » commenta-t-il tandis qu'il rentrait. Sophie rit. « C'est parce que chaque choix compte quand on prépare soi-même la nourriture. Ce n'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un qui le fait pour vous. » « Vous avez raison. » Il fit une pause, pensif. « Qu'y a-t-il d'autre au programme aujourd'hui, professeur ?» Le ton espiègle dans sa voix la prit par surprise. C'était la première fois qu'elle voyait Étienne vraiment détendu. « Maintenant, nous allons cuisiner. » Elle fit un geste en direction de sa maison. « Si ça ne vous dérange pas d'utiliser une cuisine simple. Je préfère votre cuisine à n'importe quel restaurant étoilé aujourd'hui. » L'expression d'Hélène en voyant Étienne Moreau entrer dans son salon, chargé de sacs de marché, fut impayable. Sophie l'avait prévenu qu'elle amènerait un invité, mais sa mère ne s'attendait clairement pas à ce que ce soit le mystérieux voisin. Monsieur Moreau, quelle agréable surprise. Hélène ajusta le châle sur ses épaules, se redressant dans son fauteuil. Sophie m'a parlé de votre intérêt pour les expériences quotidiennes. Je vous en prie, appelez-moi Étienne. Il déposa les sacs sur la table de la cuisine. Eh oui, votre fille a gentiment accepté d'être mon guide dans le monde réel. Un monde qui a toujours été à votre portée, observa doucement Hélène, sans jugement dans sa voix. Nous ne sommes pas toujours prêts pour ce qui se trouve devant nous, n'est-ce pas? Étienne répondit, échangeant avec elle un regard de compréhension mutuelle que Sophie ne put déchiffrer. La matinée se transforma en un cours de cuisine improvisé. Sophie enseigna à Étienne à couper les légumes. Attention aux doigts, à doser les épices, un peu de poivre, pas trop, et à apprécier le processus autant que le résultat. Pour quelqu'un habitué à donner des ordres et à avoir tout fait par d'autres, il se montra étonnamment disposé à apprendre, absorbant chaque instruction avec une attention sincère. « Je n'ai jamais rien cuisiné de ma vie », confessa-t-il, observant la sauce tomate bouillonnée sur la cuisinière. « Pas même un œuf au plat. »« Il n'est jamais trop tard pour commencer », répondit Sophie, guidant sa main tandis qu'il remuait la sauce. Il y avait maintenant une proximité confortable entre eux, née de la simplicité de ce moment partagé. L'arôme du basilic et de l'ail remplissait la cuisine, créant une atmosphère d'intimité domestique qui semblait envelopper tout le monde dans un cocon de normalité. Quand ils s'assirent finalement pour déjeuner, Étienne, Sophie et Hélène, quelque chose avait changé. Les barrières invisibles qui séparaient leur vie semblaient s'être diluées, du moins temporairement. Ils parlèrent de livres, de musique, des histoires de Saint-Malo, évitant les sujets qui pourraient leur rappeler les différences entre à leur monde. « C'est les meilleures pâtes que j'ai jamais mangées », déclara Étienne, savourant chaque bouchée comme si c'était une expérience nouvelle. « C'est parce que vous avez aidé à les préparer », répondit Hélène. « La nourriture a une autre saveur quand nos mains participent au processus. » Après le déjeuner, pendant qu'Hélène se reposait,
Sophie emmena Étienne découvrir le centre historique de Saint-Malo à pied, comme un véritable local, non pas comme le propriétaire du manoir des Vagues. Cet endroit a plus de vie que je ne l'imaginais, commenta-t-il, alors qu'il traversait une place où des enfants jouaient et des personnes âgées jouaient au domino à l'ombre d'arbres centenaires. La vie se déroule partout, Étienne. Il suffit d'être prêt à la voir. Ils s'assirent sur un banc en pierre observant l'agitation. Un groupe de musiciens jouait de la musique traditionnelle dans un coin de la place et des couples de tous âges dansaient spontanément au son de l'accordéon, du violon et de la guitare. « Vous dansez ?» demanda Étienne, son regard fixé sur les couples qui se déplaçaient avec une grâce naturelle. « Pas très bien, admit Sophie. Ma mère a essayé de m'apprendre, mais j'ai 2 pieds gauche. Peut-être est-ce juste une question de trouver le bon partenaire. » Il se leva, tendant sa main en une invitation silencieuse. Sophie hésita. « Ici, devant tout le monde ? Personne ne fait attention à nous, rappelez-vous ? C'est la beauté des endroits comme celui-ci. » Il répéta ses propres mots avec un sourire qui éclaira son visage. Se rendant au moment, elle accepta sa main. Étienne la guida avec une habileté surprenante, ses pas assurés la guidant dans le rythme cadencé de la musique. Sophie découvrit bientôt que danser n'était pas si difficile quand on faisait confiance à son partenaire. « Où avez-vous appris à danser comme ça ?» demanda-t-elle impressionnée. « Ma grand-mère m'a appris quand j'étais enfant. Avant. Que si... » Il laissa la phrase mourir dans l'air, une ombre passant dans ses yeux. Disons que c'était il y a longtemps. La musique changea pour quelque chose de plus lent, plus intime. Ils continuèrent à danser, maintenant plus proches, conscients du changement subtil dans l'atmosphère entre eux. Ils n'étaient plus simplement des voisins, ni guides et touristes. Ils étaient 2 personnes connectées par quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui grandissait à chaque moment partagé. « Merci pour aujourd'hui », murmura Étienne, près de son oreille, « de m'avoir montré qu'il existe encore de la beauté dans les choses simples. » Quand le soleil commença à se coucher, ils retournèrent en marchant lentement, sans hâte de terminer la journée. La lumière dorée du crépuscule baignait les rues pavées, créant des ombres allongées et un décor presque magique. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Sophie brisa le silence confortable qui s'était installé entre eux. « Bien sûr. Pourquoi maintenant? Pourquoi avez-vous décidé de sortir de ces murs justement maintenant ?» Étienne s'arrêta de marcher, regardant l'horizon où le soleil se couchait sur la mer. Pendant un moment, Sophie pensa qu'il ne répondrait pas. « Parce que j'ai réalisé que j'étais en vie, mais que je ne vivais pas. » Sa voix avait maintenant une qualité différente, plus profonde, plus vraie, et parce que la vie est trop courte pour être gaspillée avec des regrets. Il y avait quelque chose de non dit dans ces paroles, un sous-texte que Sophie pressentit, mais ne put pas complètement déchiffrer. Avant qu'elle puisse en demander plus, ils arrivèrent au portail qui séparait leurs propriétés. « Même heure, après-demain ?» demanda-t-il, comme quelqu'un qui ne veut pas mettre fin à cette connexion. Sophie acquiesça. « J'ai des cours le matin, mais nous pouvons nous retrouver l'après-midi. Il y a un endroit spécial que je veux vous montrer. » J'attendrai avec impatience. Il se pencha et, dans un geste inattendu, l'embrassa doucement sur la joue. Le contact de ses lèvres fut bref, mais laissa une sensation de chaleur qui persista même après qu'il se fût éloigné. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sophie repensa à chaque moment de la journée, chaque conversation, chaque regard échangé. Elle avait commencé ce voyage en pensant qu'elle apprendrait à Étienne à vivre comme une personne ordinaire. Mais elle réalisait maintenant que c'était peut-être elle qui apprenait quelque chose de nouveau, sur les connexions inattendues, sur la façon dont la vie pouvait changer de direction quand on s'y attendait le moins, et sur la façon dont le cœur choisissait parfois des chemins que la raison ne pouvait pas expliquer. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine dans la vie de Sophie. Les après-midi avec Étienne devinrent des moments attendus, des îles de découverte et de légèreté au milieu des responsabilités quotidiennes. Ensemble, ils explorèrent les plages désertes au-delà de la ville, goûtèrent des plats dans de petits restaurants familiaux où personne ne le reconnaissait, regardèrent le coucher du soleil depuis des points de vue cachés que seuls les habitants locaux connaissaient. Dans chaque expérience partagée, les couches qui entouraient Étienne semblèrent se défaire une à une. L'entrepreneur distant et mystérieux cédait la place à un homme qui riait avec un plaisir authentique
en sentant le sable entre ses orteils, qui s'émouvait de la simplicité d'un petit déjeuner, préparé par des mains amies, qui écoutaient les histoires des pêcheurs locaux avec un intérêt véritable. « Tu sembles différente », commenta Madame Hélène un après-midi, alors qu'elle observait sa fille se préparer pour une autre rencontre. « Il y a une lumière en toi que je n'avais pas vue depuis longtemps. » Sophie rougit, ajustant la robe légère qu'elle avait choisie. « C'est juste l'excitation de montrer Saint-Malo à quelqu'un qui ne l'a jamais vraiment connu. »« C'est plus que cela, ma fille. Tes yeux brillent quand tu parles de lui. » Hélène prit la main de Sophie avec affection. « Fais juste attention à ton cœur. Des personnes comme Étienne Moreau viennent d'un monde très différent du nôtre. Il n'est pas comme nous le pensions, maman. Il y a tant de solitude en lui, tant de soif d'expériences simples. » Sophie hésita, incertaine de comment exprimer la transformation dont elle était témoin chaque jour. C'est comme s'il s'éveillait à la vie pour la première fois. « Ou pour la dernière, » murmura Hélène, si bas que Sophie l'entendit à « Penton, que veux-tu dire ?» Hélène secoua la tête. « Rien d'important, va, amuse-toi, la vie est faite de ces moments précieux. » Cet après-midi-là, Étienne l'emmena découvrir un endroit qu'elle, étonnamment, n'avait jamais visité. La serre d'orchidées qui se trouvait au fond de sa propriété. C'était un espace magique, une cathédrale de verre où des centaines d'espèces rares fleurissaient dans une explosion contrôlée de couleurs et de formes. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, » murmura Sophie, touchant délicatement un pétale pourpre. « Ma grand-mère était passionnée d'orchidées, » expliqua. Étienne, la guidant entre les tables remplies de pots, elle m'a appris que ces fleurs ont besoin de patience et d'attention pour prospérer. Certaines mettent des années à fleurir, mais quand elles le font, il fit un geste englobant l'environnement. Ça vaut chaque seconde d'attente. Votre grand-mère semble avoir été une femme spéciale. Elle fut la seule personne qui m'a vraiment connu. Un sourire mélancolique traversa son visage. Quand elle est partie, quelque chose en moi s'est fermé. J'ai construit des entreprises, accumulé une fortune, mais j'ai oublié les leçons les plus importantes qu'elle avait essayé de m'enseigner. Quelles leçons? Que la richesse sans but n'est qu'un poids, que les connexions humaines sont le véritable trésor. Il s'approcha, ses yeux fixés sur les siens, que parfois nous trouvons de la lumière dans les endroits les plus inattendus. Le pouge. Cœur de Sophie s'accéléra. Il y avait une intensité dans son regard qui transmettait plus que des mots ne pourraient exprimer. Pendant un moment, il sembla qu'il allait se pencher pour l'embrasser, mais au lieu de cela, Étienne s'éloigna brusquement, comme s'il avait été frappé par une douleur soudaine. « Étienne, tout va bien ?» Juste un vertige passager. Il força un sourire, mais la pâleur de son visage trahissait son inconfort. « Ça arrive parfois, ce n'est rien qui doive vous inquiéter. » Mais Sophie avait remarqué d'autres signes ces dernières semaines. Les moments où il devait s'arrêter pour reprendre son souffle pendant les promenades, la prise discrète de médicaments quand il pensait qu'elle ne regardait pas, les jours où il devait annuler leur rencontre sans explication. « Vous êtes malade, n'est-ce pas ?» La question sortit plus comme une affirmation. Son silence fut une réponse suffisante. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?»« Parce que je ne voulais pas que cela définisse notre amitié. » Étienne soupira, passant sa main dans ses cheveux. « Je voulais que vous me voyiez comme une personne, pas comme un patient. » Quel genre de maladie est-ce? Une condition cardiaque, congénitale, compliquée par des années de stress et de mauvaise alimentation. Il haussa les épaules, comme s'il parlait du temps. Les médecins ont des opinions différentes sur combien de temps il me reste, mais ils s'accordent à dire que ce n'est pas beaucoup. La révélation frappa Sophie comme un coup physique. Ces derniers mois, sans s'en rendre compte, il était devenu une partie importante de sa vie. Quelqu'un pour qui ses sentiments grandissaient chaque jour. L'idée de le perdre causait une douleur qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Il existe un traitement, une chirurgie? Il y a des options, oui, mais avec des risques considérables. Et je ne sais pas si je veux passer par là. Il toucha doucement son visage. Mais ne parlons pas de cela maintenant. Ce moment est trop précieux pour être gaspillé en préoccupation. Cette nuit-là, incapable de dormir, Sophie alla jusqu'à la bibliothèque d'Étienne. Il lui avait donné une clé quelques semaines auparavant, insistant pour qu'elle utilise l'espace quand elle le souhaitait. La maison était silencieuse, Auguste et le peu de personnel s'étaient déjà retirés, et Étienne était probablement dans ses appartements privés à l'étage supérieur.
La bibliothèque était son refuge préféré dans le manoir, un espace qui combinait leur amour commun pour la littérature et qui était devenu un symbole du pont qu'ils construisaient entre leurs mondes si différents. Tandis qu'elle parcourait les étagères, cherchant une distraction dans des titres familiers, elle remarqua une porte à demi cachée derrière une étagère latérale. Mue par la curiosité, elle tourna la poignée. C'était un petit bureau personnel avec un ancien secrétaire en bois sombre, des fauteuils en cuir et des murs couverts de photographies et de coupures de journaux. Ce qui attira son attention, cependant, fut un livre à la couverture sombre sur le bureau. Il ressemblait à un journal intime. Sophie savait qu'elle ne devrait pas envahir l'intimité d'Étienne, mais quelque chose la poussait à mieux comprendre l'homme qui était en train de conquérir rapidement son cœur. Avec des doigts hésitants, elle ouvrit le journal. Les premières pages dataient de 20 ans auparavant, écrites avec la calligraphie ferme d'un homme plus jeune. Elle relatait la fondation de son entreprise, les premiers succès, l'enthousiasme de construire quelque chose à partir de rien. Mais à mesure qu'elle avançait dans la lecture, le ton changeait. Il y avait des notes sur la solitude, sur des relations échouées avec des personnes qui ne voyaient que l'entrepreneur, jamais l'homme. Une entrée en particulier captiva son attention. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que Marianne est partie. Je me demande encore si cela aurait pu être différent. Si j'avais eu le courage d'abandonner tout, de suivre mon cœur au lieu de me cacher derrière des tableurs et des contrats. Peut-être serait-elle encore là maintenant. Peut-être ne serais-je pas si vide. Le succès exige un prix que l'on ne comprend que lorsqu'il est trop tard pour négocier. Plus loin, elle trouva des mentions de son état de santé, diagnostiqué 5 ans auparavant. Les notes étaient cliniques au début, enregistrant traitements et opinions médicales. Mais progressivement, elles se transformaient en réflexions profondes sur la mortalité et les regrets. Les médecins parlent de temps limité, comme si c'était une nouveauté. Toute vie est limitée. La différence est que maintenant je connais approximativement mon délai. C'est étrange comme cette certitude change tout. Soudain, les réunions du conseil semblent sans importance. Les chiffres sur les comptes bancaires, vides de sens. Qu'ai-je fait de mes jours? J'ai construit un empire que personne n'héritera, accumulé des fortunes que je ne peux pas emporter avec moi. Et le pire, je n'ai jamais véritablement aimé. Je ne me suis jamais permis d'être complètement vulnérable avec un autre être humain. Les entrées les plus récentes parlèrent de la décision de déménager à Saint-Malo, cherchant la paix dans les dernières années ou mois qui lui restaient. Et puis, à sa surprise, elle trouva des mentions d'elle-même. La voisine, Sophie. Il y a quelque chose chez elle qui m'intrigue, une authenticité que j'ai perdue il y a si longtemps. Quand elle me regarde, je sens qu'elle voit au-delà des couches que j'ai construites au fil des ans. C'est effrayant et libérateur en même temps. Et l'entrée la plus récente, datée de seulement 3 jours auparavant. Chaque moment avec Sophie me fait remettre en question les choix que j'ai faits dans la vie. Elle me montre un monde où les connexions authentiques importent plus que les réalisations matérielles, où la simplicité apporte plus de joie que le luxe, où être vulnérable n'est pas une faiblesse, mais une force. Je tombe amoureux d'elle, et cela me terrifie. Ce serait cruel d'offrir mon cœur à quelqu'un quand je sais que je n'ai pas d'avenir à promettre, mais ce serait aussi une trahison envers moi-même de nier ce que je ressens dans les quelques moments précieux qu'il me reste. Sophie ferma le journal, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Les mots avaient parfaitement capturé le dilemme qui grandissait dans son propre cœur, la douce torture de tomber amoureuse de quelqu'un dont la présence dans sa vie était incertaine. Vous ne devriez pas lire cela. La voix d'Étienne la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un peignoir sombre, le visage marqué par la fatigue mais sans colère apparente dans ses yeux. « Je suis désolé. » Sophie se leva précipitamment, honteuse d'avoir été prise en flagrant délit. « Je n'avais pas le droit. Peut-être l'aviez-vous. » Il entra dans le bureau s'approchant lentement. « Peut-être était-il plus facile que vous découvriez ainsi que je trouve les mots pour dire ce que je ressens. » Étienne, ne dites rien maintenant. Il toucha son visage avec tendresse, essuyant une larme avec son pouce. « Répondez-moi, juste à une chose. Sachant ce que vous savez maintenant, sur ma santé, sur le temps limité, voulez-vous encore poursuivre ce que nous avons commencé ?» La question flotta entre eux, chargée d'implication.
Sophie savait que la réponse définirait non seulement ce moment, mais tout le chemin à venir. « Oui », répondit-elle finalement, avec une certitude qui la surprit elle-même. « Chaque moment vaut par lui-même, Étienne, et je préfère avoir des souvenirs à garder que des regrets pour quelque chose que je n'ai pas vécu. » Il ferma les yeux un instant, comme s'il absorbait complètement ses paroles. Quand il les rouvrit, il y avait en eux une vulnérabilité que Sophie n'avait jamais vue auparavant. « J'ai peur de vous blesser », confessa-t-il, sa voix presque un murmure, « d'être égoïste en vous demandant de vous embarquer dans un voyage qui a une fin prévisible. » « La vie entière a une fin prévisible, » répondit-elle, répétant la réflexion qu'elle avait lue dans le journal. « La différence est que certains d'entre nous ont le privilège de savoir que chaque seconde compte. » À ce moment, les dernières barrières entre eux s'effondrèrent. Étienne l'attira à lui, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui contenait à la fois désir et désespoir, à la fois promesse et adieu. C'était le baiser de quelqu'un qui connaissait la valeur du temps, qui comprenait la signification de chaque battement de cœur. Quand ils se séparèrent enfin, ils restèrent enlacés dans le silence de la bibliothèque, témoins seulement des livres qui avaient assisté à tant d'histoires au fil des siècles, certaines avec des fins heureuses, d'autres marquées par la tragédie, mais toutes, absolument toutes, valables pour avoir été vécues intensément. L'aube à Saint-Malo avait des couleurs différentes maintenant. Pour Sophie, le lever du soleil portait non seulement la promesse d'un nouveau jour, mais la conscience aiguë de sa préciosité. Chaque matin était un cadeau à déballer avec révérence, chaque moment avec Étienne, un trésor à garder soigneusement en mémoire. Après la nuit de la révélation dans la bibliothèque, leur relation s'était transformée. Ce qui avait commencé comme une amitié curieuse entre voisins de mondes distincts était maintenant un amour assumé, intense et urgent. Un amour qui existait sous l'ombre constante d'une horloge invisible dont le tic-tac n'était audible que pour eux. « Tu. Est-ce distraite aujourd'hui ?» observa Madame Hélène tandis que Sophie préparait le petit déjeuner, le regard perdu par la fenêtre qui donnait sur les jardins du manoir voisin. « Juste en train de réfléchir, maman. »« À Étienne ?» Hélène sourit avec compréhension. « Tu passes beaucoup de temps au manoir des Vagues ces derniers temps. » Sophie acquiesça, servant du thé dans la tasse de sa mère. Il n'y avait plus moyen de cacher ce qui se passait entre elle et Étienne. Ces 2 derniers mois, leur vie s'était entrelacée de manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Elle partageait son temps entre prendre soin de sa mère, donner ses cours et être avec Étienne, au manoir, dans les rues de Saint-Malo, sur les plages désertes, dans chaque recoin qui pouvait abriter leur intimité grandissante. « Il m'a demandé de m'installer chez lui », révéla-t-elle finalement, s'asseyant à table, « pour que nous soyons ensemble pendant le temps qui nous reste. » Hélène étudia le visage de sa fille pendant un long moment avant de répondre. « Et qu'as-tu répondu ? » ?»« Que je ne peux pas te laisser, maman. Que ma place est ici, à prendre soin de toi. » « Oh, ma fille. » Hélène couvrit la main de Sophie avec la sienne. « Je ne serai pas la raison pour laquelle tu renonces à la chance de vivre cet amour. Je peux engager quelqu'un pour m'aider avec les soins quotidiens. Mais l'argent ? » « Étienne s'est déjà proposé pour cela, » interrompit doucement Hélène. « Il est venu me parler hier pendant que tu étais à la bibliothèque. » Sophie écarquilla les yeux, surprise. « Il est venu ici, te parler de ça ? » ?»« Oui, il a été très respectueux. Il a dit qu'il comprend à quel point je suis importante pour toi et qu'il ne veut pas séparer mère et fille. Il a proposé d'engager une infirmière pour m'accompagner, à temps plein, et d'adapter une des chambres du manoir pour moi, si je veux déménager aussi. » « Et qu'as-tu répondu ? » ?»« Que j'accepterai l'infirmière, mais que je préfère rester dans ma propre maison. » Hélène sourit. « Je suis déjà habituée. »« À mon petit coin. De plus ?» Elle fit une pause significative. « Les jeunes couples ont besoin d'intimité. » Sophie rougit intensément. « Maman, ma fille, j'ai 55 ans, pas 95. Je sais reconnaître quand 2 personnes sont amoureuses. » Hélène serra la main de sa fille. « La vie est trop courte pour que nous gaspillions les moments de bonheur qu'elle nous offre. » Cet après-midi-là, lorsque Sophie dit à Étienne qu'elle acceptait sa proposition, son visage s'illumina d'une joie qui semblait le rajeunir. « Je vais tout préparer, » dit-il, l'embrassant avec ferveur. « La chambre avec la meilleure vue sera la tienne. »« La nôtre, » corrigea-t-elle, souriant contre sa poitrine. « Si nous faisons cela, faisons-le correctement. »
Le déménagement fut discret, mais ne passa pas inaperçu dans la petite Saint-Malo. Bientôt, des murmures circulèrent sur la jeune professeure qui vivait maintenant au manoir des Vagues avec le mystérieux millionnaire. Quelques regards désapprobateurs la suivaient quand elle passait par le centre historique. Certaines conversations s'interrompaient quand elle entrait dans les boutiques. « Ne fais pas attention à eux », disait Étienne quand il l'apercevait, blessé par les commentaires. « Les gens craignent toujours ce qu'ils ne comprennent pas. » Mais ce n'étaient pas seulement les regards extérieurs qui apportèrent des défis. Vivre entre deux mondes, le simple et le luxueux, le local et le cosmopolite, exigeait des adaptations constantes. Sophie continuait à donner ses cours et à travailler à la bibliothèque, insistant pour maintenir son indépendance financière malgré les protestations d'Étienne. Lui, de son côté, gérait encore ses affaires à distance, bien qu'avec moins de fréquence et d'intensité. Un matin particulièrement difficile, quand Étienne avait passé la nuit avec des douleurs et des difficultés à respirer, Sophie trouva un billet anonyme laissé sous la porte de la bibliothèque municipale. « Combien vaut votre dignité ? Tout le monde sait que vous êtes avec lui par intérêt, profitant des derniers jours d'un homme malade pour assurer votre héritage. » Ntatramam, mots cruels l'atteignirent comme une gifle. Sophie froissa le papier avec colère, des larmes d'indignation embrouillant sa vision. Est-ce que c'est ce que tout le monde pensait? Qu'elle n'était qu'une opportuniste? En rentrant au manoir, ce jour-là, elle trouva Étienne dans la serre, d'orchidées, parlant avec son jardinier. En la voyant, son visage s'illumina comme toujours, mais elle ne put dissimuler sa perturbation. « Que se passe-t-il » demanda-t-il quand ils furent seuls, remarquant ses yeux rouges. Sophie hésita, mais finit par montrer le billet froissé. Étienne le lut en silence, son visage durcissant graduellement. « Qui a laissé ça ?»« Je ne sais pas. C'était sous la porte de la bibliothèque. » Il déchira le papier en minuscules morceaux, les jetant dans une poubelle proche. « N'écoutez pas ça, c'est juste de la jalousie et de l'ignorance. » Mais, et si plus de personnes pensent comme ça? Et si elles croient que je suis avec vous pour l'argent? Et depuis quand importe ce que les autres pensent? Étienne prit son visage entre ses mains. « Nous connaissons la vérité. Votre mère la connaît. Auguste, qui nous voit tous les jours, la connaît. Les personnes qui comptent vraiment comprennent ce que nous avons. J'ai peur que ces rumeurs affectent mon travail, ma réputation dans la ville. Si cela arrive, nous l'affronterons ensemble. » Il l'étreignit, son corps transmettant une force qui contredisait sa fragilité physique. « Ne laissez jamais la mesquinerie des autres contaminer ce que nous avons construit. » Mais les billets continuèrent à apparaître, à la bibliothèque, à la porte de l'ancienne maison de Sophie, où Madame Hélène vivait encore, parfois même sur le pare-brise de la voiture qu'Étienne avait achetée pour elle. Chaque message était plus venimeux que le précédent, insinuant qu'elle était une chasseuse de fortune, ou pire. La situation atteignit son paroxysme lorsque Sophie fut abordée par une femme élégante à la sortie de la bibliothèque. Patricia Lefebvre, nièce de l'un des plus grands investisseurs de l'entreprise d'Étienne. « Alors c'est vous la nouvelle, compagne d'Étienne. » Son ton laissait clairement entendre ce qu'elle pensait de cette relation. « Je dois dire que vous êtes plus jeune que je ne l'imaginais. » « Puis-je vous aider en quelque chose ?» Sophie maintint sa composure, bien que son cœur battait la chamade. « En fait, je suis venue vous aider. » Patricia sourit froidement. « Je voulais que vous sachiez que mon oncle et d'autres membres du conseil sont très préoccupés par les récentes décisions d'Étienne, particulièrement celles concernant la modification de son testament. » Sophie se figea. « Testament? De quoi parlez-vous? » « Oh, vous ne savez pas ?» La fausse surprise de Patricia était irritante. Étienne a modifié son testament il y a 2 semaines. Il a révoqué les dons prévus pour des institutions caritatives et dirigé la majeure partie de sa fortune vers vous. La révélation frappa Sophie comme un coup de poing. Étienne n'avait jamais mentionné quoi que ce soit concernant un testament ou un héritage. « Ce n'est pas mon affaire », parvint-elle à dire finalement, « et certainement pas la vôtre. » Au contraire, ma chère, la santé mentale de l'un des 7 plus grands actionnaires de l'entreprise de mon oncle nous concerne beaucoup, et un homme qui, au bord de la faim, modifie son testament pour avantager une amie récente n'est clairement pas dans son bon sens. Vous ne savez rien de nous. La voix de Sophie tremblait de colère contenue. J'en sais assez. Patricia ajusta son sac coûteux sur son épaule.
Je suis juste venu vous prévenir qu'il y aura des contestations légales. Ne pensez pas qu'il sera facile de mettre la main sur cet argent quand il sera parti. » Quand Patricia s'éloigna, Sophie resta immobile, abasourdie par l'information. Ce soir-là, tandis qu'il dînait sur la terrasse avec vue sur la mer, elle confronta Étienne. « Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé du testament ?» Il s'arrêta, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, la surprise évidente dans son regard. « Qui vous en a parlé ?»« Patricia Lefebvre m'a abordé aujourd'hui. Elle m'a dit que vous avez changé votre testament pour me favoriser et que le conseil de l'entreprise s'inquiète de votre santé mentale. » Étienne posa lentement ses couverts, un soupir fatigué s'échappant de ses lèvres. « J'allais vous en parler au bon moment. Je ne voulais pas que vous pensiez que j'essaie de vous acheter d'une certaine façon. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous me connaissez à peine depuis 6 mois. » Un temps suffisant pour reconnaître ce qui est vrai. Il tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne. « Avant que vous n'entriez dans ma vie, mon plan était de tout laisser à une fondation impersonnelle. Mais maintenant... » Ses yeux cherchèrent les siens. « Je veux que mon héritage ait du sens, qu'il touche des vies réelles. Et je vous fais confiance pour y parvenir. Les gens diront que je vous ai manipulé, que c'était mon plan depuis le début. Et alors, je connais la vérité. » Il serra sa main. « Dans le testament, j'ai simplement demandé que vous créiez une institution pour aider les mères célibataires et les enfants en situation de vulnérabilité. Le reste, une vie confortable pour vous et votre mère, est simplement ce qui est juste pour quelqu'un qui a apporté tant de lumière à mes derniers jours. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Sophie. La générosité d'Étienne la touchait, mais apportait aussi le poids de la responsabilité et la douleur aiguë de la perte imminente. « Je ne veux pas votre argent, Étienne. Je veux plus de temps avec vous. » Il se leva, contournant la table pour l'étreindre. « Moi aussi, je voudrais plus de temps, mon amour. Mais on m'a déjà donné plus que je ne méritais quand vous êtes entré dans ma vie. » Cette nuit-là, tandis qu'Étienne dormait à ses côtés, Sophie resta éveillée, observant le clair de lune qui entrait par les larges fenêtres de la chambre. Elle pensait aux ironies du destin. Comment sa vie s'était transformée complètement. En si peu de temps, comment l'amour pouvait être simultanément le plus grand cadeau et l'épreuve la plus douloureuse. Le matin suivant, elle trouva une enveloppe sur sa table de chevet. À l'intérieur, une lettre écrite à la main avec la calligraphie élégante d'Étienne. « Ma chère Sophie, si vous lisez ceci, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de partager non seulement mes jours, mais aussi mes pensées les plus profondes. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais un homme qui avait renoncé. Non pas à la vie, cela s'est produit bien avant, mais à la possibilité de ressentir quelque chose de vrai à nouveau. Vous avez changé cela, avec votre simplicité authentique, votre capacité à voir la beauté dans les petites choses. Vous m'avez appris à redécouvrir le monde. Je sais que les gens parlent. Je sais qu'ils remettent en question vos motifs, qu'ils doutent de ce que nous avons construit. Ne laissez pas cela entacher ce que nous avons. Certains amours n'ont pas été faits pour être compris par le monde, seulement pour être vécus intensément par ceux qui ont la chance de les expérimenter. À propos du testament, ce n'est pas un paiement pour votre amour, mais une reconnaissance de combien vous avez transformé non seulement mes derniers jours, mais tout le sens de mon existence. Je veux que ma fortune, construite pendant des années de solitude et de travail vide, serve enfin un plus grand dessein. Et je vous fais confiance pour donner vie à ce dessein. Souvenez-vous toujours, vous ne m'avez pas seulement donné de la compagnie, vous m'avez donné la rédemption. La chance de partir en sachant que, à la fin, j'ai réussi à aimer et à être aimé sans réserve. Éternellement vôtre, Étienne. Sophie plia la lettre contre sa poitrine, laissant les larmes couler librement maintenant. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse pour la perte inévitable qui approchait, mais aussi de gratitude, pour le cadeau extraordinaire qu'était d'aimer et d'être aimé si complètement, même si c'était pour un temps limité. À ce moment, elle prit une décision. Elle ne permettrait pas que des rumeurs, des billets anonymes ou des menaces de contestation légale entachent ce qu'ils avaient. Elle vivrait chaque jour, restant aux côtés d'Étienne avec la même intensité et authenticité qui avaient marqué leur relation depuis le début. Le monde pouvait juger, mais il ne pouvait pas toucher ce qui existait entre eux, un amour qui, dans sa brièveté, contenait plus de vérité et de profondeur que beaucoup de relations d'une vie entière. L'hiver arriva à Saint-Malo,
apportant avec lui des jours plus courts et une humidité qui pénétrait les os. Pour Étienne, les changements climatiques représentaient un défi supplémentaire. Son état s'aggravait progressivement et les médecins qui venaient de Paris pour le consulter à domicile parlèrent de plus en plus de qualité de vie plutôt que de traitement. Un euphémisme que Sophie avait appris à traduire avec une angoisse croissante. Malgré cela, ils avaient établi une routine qui leur apportait du réconfort à tous les deux. Les matins où Étienne se sentait bien, ils prenaient le petit déjeuner ensemble sur la terrasse, observant la mer qui changeait d'humeur selon le temps. Il travaillait quelques heures dans son bureau, s'occupant d'affaires en suspens de ses entreprises, tandis que Sophie donnait ses cours. L'après-midi, quand elle revenait, ils partageaient des moments dans la bibliothèque, lisant l'un pour l'autre, ou marchaient lentement dans les jardins quand le temps le permettait. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit Étienne par un matin particulièrement clair de janvier, quand le soleil d'hiver créait des motifs dorés sur le plancher en bois de la chambre. Il semblait plus animé que les jours précédents, une lueur renouvelée dans ses yeux qui fit s'échauffer d'espoir le cœur de Sophie. Peut-être allait-il mieux? Peut-être que les nouveaux médicaments fonctionnaient? « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, s'asseyant au bord du lit, tandis qu'il s'habillait avec soin. « Une surprise, quelque chose sur quoi j'ai travaillé ces derniers mois. » Il sourit mystérieusement. « Cela nécessitera un petit voyage. Avez-vous des cours aujourd'hui ?»« Oui, mais je peux annuler. »« Non, ne faites pas ça. Nous pouvons y aller l'après-midi quand vous reviendrez. Auguste a déjà tout préparé. » La curiosité accompagna Sophie toute la matinée. Tandis qu'elle expliquait des conjugaisons verbales à ses élèves étrangers, son esprit vagabondait, imaginant ce qu'Étienne avait pu préparer. Ces derniers temps, il était devenu plus introspectif, passant des heures dans son bureau privé avec la porte fermée, parfois conversant au téléphone dans des appels qu'elle ne pouvait entendre. Quand elle revint au manoir après ses cours, elle le trouva dans le hall d'entrée, habillé plus formellement que d'habitude, avec un costume léger en lin qui accentuait son élégance naturelle malgré sa maigreur croissante. « Prête pour notre petite aventure ?» demanda-t-il, tendant la main. Une voiture les attendait à l'entrée, avec Auguste au volant. Pendant le trajet, Étienne maintint le mystère, distrayant Sophie avec des histoires de sa jeunesse, des souvenirs qu'il partageait rarement, comme s'il ouvrait enfin les dernières portes de son passé pour elle. Après environ 40 minutes, ils quittèrent la route principale, suivant un chemin de terre bien entretenu qui serpentait entre les arbres de la forêt bretonne. Finalement, ils arrivèrent à une clairière où une construction en bois et en verre s'élevait, harmonieusement intégrée dans la nature environnante. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophie, émerveillée par la beauté simple et élégante de la structure. « C'est à vous » Étienne sourit, observant sa réaction. « Ou plutôt, ce sera à beaucoup de personnes, grâce à vous. » Auguste ouvrit la porte de la voiture et Étienne conduisit Sophie par le chemin de pierre qui menait à l'entrée. À l'intérieur, elle découvrit un espace vaste et accueillant, des salles lumineuses avec des meubles confortables, des étagères de livres, des tables d'études et ce qui semblait être une petite infirmerie. « Je ne comprends pas. C'est le début de l'institution dont j'ai parlé dans le testament. » Étienne serra doucement sa main. « L'Institut Nouveau Jour. Un endroit où les mères célibataires, les enfants en situation de vulnérabilité et les jeunes sans accès à l'éducation pourront trouver du soutien, des connaissances et des opportunités. » Sophie pivota lentement, absorbant chaque détail de l'espace. Il y avait quelque chose dans les couleurs, dans la disposition des meubles, dans l'énergie du lieu qui semblait étrangement familier. « Vous avez conçu cela en vous basant sur mon ancienne maison, » réalisa-t-elle, reconnaissant des motifs et des éléments qui rappelaient de la simplicité accueillante où elle avait grandi. « Ah oui, je voulais qu'il ait la même essence, ce sentiment de foyer que vous et votre mère avez créé, même avec peu de ressources. » Il observa attentivement sa réaction. « Je n'ai pas voulu attendre pour commencer cela. Je voulais voir le projet naître, participer au moins à ses premiers pas. » L'émotion serra la gorge de Sophie. Le soin, la pensée derrière ce geste allait au-delà de la générosité financière. C'était une démonstration profonde de comment Étienne avait compris ce qui comptait vraiment pour. « Elle, venez, il y a plus à voir, dit-il, la guidant à travers un couloir jusqu'à une double porte en bois. Cette partie est spécialement pour vous. » En ouvrant la porte, Sophie se retrouva dans une bibliothèque plus petite, plus intime, que celle du manoir, mais tout aussi spéciale.
Les étagères contenaient une sélection soignée de livres pour enfants et adolescents, des classiques de la littérature française et des œuvres éducatives. Au centre, une grande table ronde invitait à des cercles de lecture et des poufs colorés étaient stratégiquement dispersés dans l'espace. « Pour vos cours de littérature », expliqua Étienne. « J'ai imaginé que vous pourriez amener vos élèves à ici peut-être créer des programmes d'encouragement à la lecture. »« C'est parfait », murmura-t-elle, trop émue pour en dire plus. Ils continuèrent la visite du bâtiment, qui comprenait également une cuisine communautaire, des salles pour des cours professionnalisants et même un petit hébergement pour les cas d'urgence. Chaque espace avait été pensé avec soin, reflétant les conversations qu'ils avaient eues au fil des mois, les rêves que Sophie avait partagés, parfois sans se rendre compte qu'ils gardaient chaque mot. L'Institut est déjà juridiquement établi, expliqua Étienne tandis qu'il s'asseyait sur un banc dans le jardin fraîchement planté. Les ressources pour les 5 premières années d'opération sont garanties indépendamment de ce qui m'arrive. Après cela, le fonds principal du testament prendra le relais. « Vous avez pensé à tout », murmura Sophie, essayant encore de traiter l'ampleur de ce cadeau. « J'ai essayé. » Il sourit bien qu'il y eût maintenant une ombre de fatigue dans ses yeux. « Je voulais m'assurer que vous auriez un but, quelque chose de plus grand que notre histoire a porté en avant, quelque chose qui aurait du sens pour la personne que vous êtes. Notre histoire aurait déjà été un but suffisant pour moi, » répondit-elle, tenant ses mains entre les siennes. « Je sais, et c'est pourquoi vous méritez cela. » Étienne respira profondément, comme quelqu'un qui rassemble son courage. « Il y a autre chose que je dois vous dire, Sophie, quelque chose que j'ai découvert récemment. » Le ton sérieux dans sa voix fit se serrer son cœur d'appréhension. « Qu'est-ce que c'est ? Vous souvenez-vous de ces jours où j'étais indisposée, quand j'ai dû aller à Paris pour des consultations ?» Elle acquiesça. Ça avait été des semaines difficiles, avec Étienne plus réservé, presque secret sur les résultats des examens. Les médecins ont trouvé une nouvelle option de traitement, une procédure expérimentale qui pourrait non seulement stabiliser ma condition, mais potentiellement l'inverser. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « C'est merveilleux. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ?»« Parce que le taux de réussite est faible et les risques considérables. » Il serra doucement ses mains. « Pendant longtemps, j'ai pensé que ça ne valait pas la peine d'essayer, qu'il valait mieux accepter l'inévitable avec dignité, profiter du temps, qu'il me restait sans l'agonie de faux espoirs. Et maintenant, un sourire doux illumina son visage fatigué. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose pour lequel ça vaut la peine de se battre, quelqu'un pour qui je veux vivre non seulement des mois, mais des années, si possible. » L'espoir, cette émotion dangereuse que Sophie avait essayé de garder sous contrôle, fleurit dans sa poitrine comme une fleur sauvage après la pluie. Quand aurait lieu l'intervention ? La semaine prochaine, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Étienne semblait à la fois déterminé et vulnérable. « Je voulais vous montrer l'Institut avant, au cas où… » « Non. » Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Ne parlons pas en termes de « au cas où ». Croyons que ça réussira. » Il acquiesça, bien que ses yeux révélaient qu'il comprenait la fragilité de cette promesse. Sur le chemin du retour vers Saint-Malo, observant le profil d'Étienne contre le ciel qui commençait à se teinter des couleurs du crépuscule, Sophie ressentit un mélange complexe d'émotions. Gratitude pour le cadeau extraordinaire qu'il avait créé, espoir pour la possibilité d'un futur ensemble, et une peur profonde de ce que la semaine suivante pourrait apporter. Les jours qui précédèrent la chirurgie passèrent dans un flou de préparatifs, de conversations avec des médecins par visioconférence et de moments d'intimité silencieuse où tous deux évitèrent de parler de ce qui allait venir, préférant habiter pleinement le présent. La veille du départ pour Paris, tandis qu'elle préparait une petite valise avec les affaires d'Étienne, Sophie trouva une boîte en bois, sculptée qu'elle n'avait jamais vue auparavant, soigneusement placée au fond d'un tiroir. Mue par la curiosité, elle l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva une collection de petits objets de bébé, une paire de chaussons en crochet, un hochet en argent, une petite couverture bleu clair brodée d'étoiles. Son cœur s'accéléra, en comprenant la signification de ces objets. Était-il possible qu'Étienne soupçonnait? Elle ne lui avait pas encore dit. Les symptômes avaient commencé il y a 2 semaines. Nausées matinales, sensibilité des seins, une fatigue différente de l'habituelle. Le test de pharmacie, fait en secret dans les toilettes de la bibliothèque municipale,
avait confirmé ses soupçons, mais avec la chirurgie qui approchait, elle avait décidé d'attendre un moment plus approprié pour partager la nouvelle. Maintenant, en regardant ces petits trésors gardés avec tant de soin, elle réalisa que peut-être il savait déjà, ou du moins l'espérait. L'idée qu'Étienne avait acheté ces cadeaux, se préparant pour une possibilité qu'il ne vivrait peut-être pas assez longtemps pour voir, amena des larmes à ses yeux. « Vous avez trouvé mon secret. » La voix d'Étienne la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte du dressing, l'observant avec une expression douce. « J'allais attendre jusqu'après la chirurgie pour demander, » continua-t-il, s'approchant lentement. « Mais maintenant que vous avez découvert... » Il s'agenouilla à côté d'elle, une main touchant doucement son ventre encore plat. « J'ai raison, n'est-ce pas? Il y a une vie qui grandit ici. » Sophie acquiesça, incapable de contenir ses larmes maintenant. « Comment le saviez-vous? Je ne le savais pas avec certitude, mais je l'espérais. » Il sourit, une joie sereine illuminant son visage fatigué. « J'ai remarqué les changements en vous, les nausées que vous essayez de cacher, la façon dont vous avez refusé le vin lors du dernier dîner avec Auguste. Et peut-être que je le voulais tellement que j'ai commencé à voir des signes partout. J'allais vous le dire après la chirurgie, je ne voulais pas que vous vous inquiétiez d'une chose de plus. » M'inquiéter? Étienne rit doucement, l'attirant dans une étreinte. « Sophie, c'est la nouvelle la plus merveilleuse que je pouvais. Recevoir avant demain, c'est une raison de plus pour lutter, pour revenir vers vous. » Cette nuit-là, allongés dans le grand lit qu'ils avaient repartagé ces derniers mois, Étienne et Sophie parlèrent de l'avenir. Non pas avec la mélancolie de ceux qui savent qu'ils ne le partageront peut-être pas, mais avec l'espoir prudent, de ceux qui entrevoient des possibilités auparavant impensables. « Si c'est un garçon, dit Étienne, sa main reposant protectrice sur son ventre, j'aimerais qu'il ait un nom qui symbolise le renouveau. Et si c'est une fille, un nom qui représente la lumière, comme celle que vous avez apportée dans ma vie. » Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur la baie de Saint-Malo, ils partirent pour Paris. L'intervention était prévue pour le jour suivant, leur donnant le temps de s'installer et de compléter les derniers examens préparatoires. Dans la voiture, Sophie remarqua qu'Étienne tenait une enveloppe brune. « Qu'est-ce que c'est ?» Une autre surprise. Il sourit énigmatiquement. « Quelque chose pour vous à lire pendant que vous attendrez durant la chirurgie, mais promettez-moi de ne l'ouvrir que lorsque je serai dans la salle d'opération. »« Je promets, » répondit-elle, acceptant l'enveloppe avec curiosité. Les 24 heures suivantes furent un tourbillon d'émotions. L'hôpital, l'un des plus réputés du pays, intimidait avec ses couloirs aseptisés et l'efficacité clinique de son équipe. Étienne fut soumis à une dernière série d'examens, et Sophie resta à ses côtés, essayant de transmettre une confiance qu'elle ne ressentait pas toujours. Le matin de la chirurgie, tandis que les infirmiers préparaient Étienne, ils eurent quelques minutes en tête-à-tête. « Vous vous souvenez de la première nuit, quand je suis apparu dans votre jardin presque défaillant ?» demanda-t-il, tenant sa main. « Comment pourrais-je oublier? Vous ressembliez à un fantôme élégant. Cette nuit-là, je pensais chercher de l'aide. » Il sourit, caressant son visage de sa main libre. « C'est seulement plus tard que j'ai réalisé que je vous cherchais. Mon salut, dans tous les sens. Possible. Et vous avez été le mien, » murmura-t-elle, se penchant pour l'embrasser doucement. « Mon amour improbable. » Quand vint finalement le moment de l'emmener, Sophie maintint son sourire jusqu'à ce que le brancard disparaisse derrière les doubles portes du bloc opératoire. C'est alors seulement qu'elle permit aux larmes de couler, un mélange de peur et d'espoir qui semblait trop grand pour sa poitrine. Assise dans la salle d'attente, elle se souvint de l'enveloppe. Avec des doigts tremblants, elle l'ouvrit et y trouva une liasse de pages manuscrites. Sur la première feuille, elle lut « Pour Sophie. Ce que vous tenez entre vos mains est un roman inachevé. J'ai commencé à l'écrire il y a de nombreuses années quand la solitude était ma seule compagne constante. C'est l'histoire d'un homme qui, ayant tout ce que l'argent peut acheter, découvre que la vraie richesse réside dans les connexions humaines que nous construisons. Pendant des années, je n'ai pas pu terminer cette histoire. Il manquait quelque chose d'essentiel, un cœur qui battrait dans ces pages, une vérité que je n'avais pas moi-même expérimentée. Puis vous êtes entré dans ma vie, et j'ai enfin compris ce qui manquait. La fin de cette histoire s'écrit maintenant, non seulement sur ces pages,
mais dans notre vie partagée, dans l'enfant qui grandit en votre sein, dans l'institut que nous avons construit ensemble. Indépendamment du résultat d'aujourd'hui, sachez que vous m'avez déjà donné la fin parfaite. Une fin qui transcende le temps qui nous a été donné, qui résonne dans l'éternité à travers les vies que nous toucherons ensemble. Avec un amour infini, Étienne. Sophie ferma les yeux, serrant les pages contre sa poitrine comme un talisman. Dehors, la vie de Saint-Malo continuait. La mer embrassait la côte, le vent balançait les feuilles des arbres, le soleil suivait son cours implacable dans le ciel. Et ici, dans cet hôpital stérile, deux âmes qui s'étaient rencontrées par hasard luttaient pour une aube de plus ensemble, pour une chance de plus de prouver que certains amours, même tardifs, peuvent fleurir avec une intensité capable d'illuminer le monde entier. 5 ans se sont écoulés depuis ce matin à l'hôpital. L'Institut Nouveau Jour florissait dans les collines près de Saint-Malo, accueillant quotidiennement des dizaines d'enfants et de mères qui y trouvaient non seulement un soutien matériel, mais aussi l'opportunité de transformer leur vie grâce à l'éducation et à l'accueil. Sophie marchait dans les couloirs illuminés par la lumière dorée de la fin d'après-midi, observant avec satisfaction les salles de classe encore occupées par des groupes d'études, la bibliothèque, où des adolescents se penchaient sur des livres avec une concentration sincère. La cuisine communautaire ou un cours de cuisine professionnelle était en cours. Directrice Sophie, une fille d'environ 12 ans, courut dans sa direction, les yeux brillants d'enthousiasme. « J'ai terminé le livre que vous m'avez prêté. Puis-je en emporter un autre chez moi aujourd'hui ?»« Bien sûr, Julie. » Sophie sourit, arrangeant une mèche lâche des cheveux de la fillette. « Allons à la bibliothèque en choisir un. » Julie était l'une des premières élèves de l'Institut, fille d'une mère célibataire qui luttait pour élever 3 enfants en travaillant comme femme de ménage. À son arrivée, elle savait à peine lire. Maintenant, c'était l'une des étudiantes les plus avides de connaissances, avec des rêves de devenir médecin un jour. « Pensez-vous que je puisse prendre un de ceux de l'étagère spéciale ?» demanda la fillette tandis qu'elles marchaient ensemble. « Ceux qui ont l'étiquette dorée? La collection de classiques? Je pense que tu es plus que prête pour eux. » À la bibliothèque, Sophie aida Julie à choisir une édition illustrée du Petit Prince, l'un des livres préférés d'Étienne. En observant l'enthousiasme de la fillette feuilletant les pages colorées, elle ressentit cette émotion familière, un mélange de gratitude et de but qui l'accompagnait à chaque petite victoire de l'Institut. Sophie, la voix de Madame, Zoé, maintenant coordinatrice du programme de jardin médicinal de l'Institut, interrompit ses pensées. « Ton fils est dans le jardin avec Hélène. Il semble qu'ils aient trouvé quelque chose d'intéressant dans le potager. » Avec un sourire, Sophie prit congé de Julie et se dirigea vers le jardin à l'arrière du bâtiment principal. Là, entre les parterres méticuleusement entretenus, sa mère et son fils de 4 ans étaient accroupis, observant attentivement quelque chose sur le sol. « Regarde, maman !» s'exclama le garçon en la voyant, ses yeux bruns, si semblables à ceux de son père, brillants d'excitation. Un papillon qui sort de son cocon. Grand-mère Hélène dit que c'est un miracle de la nature. Sophie s'agenouilla à côté d'eux, observant le petit miracle qui se déroulait sous leurs yeux. Le papillon émergeait lentement, ses ailes encore humides et fragiles, s'étendant progressivement sous la chaleur du soleil couchant. « C'est beau, n'est-ce pas, Louis ?» dit-elle, embrassant son fils par les épaules. Louis-Étienne Delcourt-Moreau, le nom choisi avec tant d'amour avant même sa naissance, portait la force de 2 familles, de 2 mondes qui s'étaient rencontrés et s'étaient mutuellement transformés. « C'est comme l'histoire que papa raconte, » répondit le garçon pensivement, « sur comment les choses les plus belles ont besoin de temps et de transformation. » Sophie échangea un regard ému avec Hélène. Louis grandissait non seulement avec l'intelligence vive héritée de ses parents, mais aussi avec une sensibilité et une sagesse qui semblaient parfois au-delà de son âge. « En parlant de papa, » dit Hélène, se levant avec l'aide d'une canne, son seul signe visible de l'âge qui avançait, puisque les traitements fournis par le généreux plan de santé d'Étienne avaient stabilisé sa condition auto-immune. « Ne devait-il pas venir vous chercher pour dîner en ville ce soir ?»« Si, il devrait arriver. Il avait une visioconférence avec les investisseurs de la fondation. » Sophie consulta sa montre. En fait, il devrait déjà avoir terminé. Comme convoqués par ces paroles, ils entendirent le bruit de pas s'approchant par le chemin de pierre. Louis fut le premier à le remarquer, se levant d'un bond. « Papa !»
cria-t-il, courant vers la silhouette qui approchait. Étienne Moreau, à 50 ans, conservait encore l'élégance naturelle qui l'avait toujours caractérisé, bien que ses cheveux soient maintenant complètement grisonnants. Il se baissa pour recevoir l'étreinte enthousiaste de son fils, le soulevant dans ses bras avec un sourire qui illuminait son visage. « Champion, comment s'est passée ta journée? As-tu appris quelque chose de nouveau ?»« Oui, sur les papillons et la transformation, et aussi sur les fractions dans la classe de Madame Claire. » Étienne rit, reposant son fils par terre et s'approchant, pour saluer Hélène d'un baiser sur la joue, et Sophie d'une étreinte affectueuse qui, même après des années de mariage, contenait toujours toute la chaleur d'un amour profondément reconnaissant. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda Sophie tandis qu'ils marchaient ensemble vers le bâtiment principal. « Productive. Nous avons obtenu les fonds pour l'expansion du programme de bourses universitaires. » Il sourit, passant son bras autour de sa taille. « Et toi, comment s'est passée ta journée ici ?»« Transformatrice, comme toujours. » La chirurgie cardiaque d'Étienne, 5 ans auparavant, avait été un succès, bien que la récupération ait été longue et marquée par des moments d'incertitude. La procédure expérimentale n'avait pas offert une guérison complète. Il vivait encore avec des limitations et avait besoin de médication constante. Mais elle avait fourni ce que les médecins appelaient des années de qualité, fin cadeau inestimable pour quelqu'un qui s'était préparé à partir. Dans les mois qui suivirent l'opération, tandis qu'Étienne récupérait, Sophie partagea son temps entre prendre soin de lui, se préparer à l'arrivée du bébé et faire ses premiers pas dans l'administration de l'Institut. Ce fut une période d'apprentissage intense, d'adaptation et de défis, mais aussi d'un bonheur qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Louis naquit par un matin de printemps, apportant avec lui un renouveau qui transcendait les saisons. Pour Étienne, tenir cette petite vie dans ses bras, une vie qu'il avait craint de ne pas connaître, fut une expérience presque mystique, une seconde chance que l'univers lui avait accordée. « Prêt pour le dîner au vaisseau ?» demanda Étienne, faisant référence au restaurant au bord de mer qui était devenu le favori de la famille pour les célébrations. « J'ai hâte », répondit Louis, sautillant devant eux. « Grand-mère Hélène vient aussi ?»« Bien sûr que je viens, » sourit Hélène. « Tu crois que je manquerai l'anniversaire de mariage de ma fille ?» Tandis qu'ils se préparaient à partir, Sophie observait l'activité de l'Institut commençant à diminuer avec la fin de la journée. Les employés se disaient au revoir. Quelques mères venaient chercher leurs enfants. Des adolescents sortaient en groupe, discutant avec animation des projets du lendemain. C'était une scène qui remplissait toujours son cœur de but. Voir. Ce rêve partagé transformait des vies réelles, jour après jour. Dans la voiture en route vers le restaurant, Louis absorbé par un livre sur la banquette arrière, Étienne prit la main de Sophie, son pouce traçant des cercles doux dans sa paume, un geste d'intimité devenu un code entre eux au fil des ans. « 5 ans, murmura-t-il, ça semble à la fois si long et si court. »« Chaque jour a été un cadeau, » répondit-elle, serrant sa main. Le vaisseau se trouvait sur une pointe rocheuse, avec vue privilégiée sur la baie. Le propriétaire, M. Charles, les reçut avec la familiarité chaleureuse réservée aux clients spéciaux, les conduisant à la meilleure table, d'où ils pouvaient observer le soleil se couchant sur la mer. Comme d'habitude pour commencer, « Monsieur Moreau ?» demanda l'homme avec un sourire complice. « S'il vous plaît, Charles, et cette surprise dont nous avons parlé ? Tout est prêt comme vous l'avez demandé. » Louis, habitué au dîner dans les restaurants depuis son plus jeune âge grâce à l'insistance d'Étienne pour qu'il expérimente tous les aspects de la vie, des plus simples aux plus sophistiqués, se comportait avec une assurance surprenante pour son âge, bien que ses yeux attentifs ne manquent aucun détail de l'environnement. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda-t-il, montrant une petite scène dans le coin de la salle où quelques musiciens commençaient à se positionner. « Une surprise pour ta mère ?» répondit Étienne avec un sourire énigmatique. Avant que Sophie puisse questionner, les musiciens commencèrent à jouer les premières notes de La vie en rose, la chanson qui jouait sur la place de Saint-Malo la première fois qu'ils avaient dansé ensemble, tant d'années auparavant. « M'accordez-vous cette danse ?» Étienne tendit la main, ses yeux brillants de ce mélange unique de révérence et d'amour qui faisait toujours accélérer son cœur. Dans le petit espace près de la scène, ils dansèrent comme ce premier jour,
maintenant avec plus d'histoire. Entre eux, plus de gratitude pour le temps partagé, plus de conscience de la préciosité de chaque moment. « J'ai quelque chose pour vous », murmura-t-il à son oreille tandis qu'il dansait, « quelque chose que j'ai enfin terminé. » De retour à table, tandis que Louis savourait son dessert préféré sous le regard attentif d'Hélène, Étienne remit à Sophie un paquet rectangulaire enveloppé dans du papier artisanal. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez et découvrez. » Dans le paquet se trouvait un livre relié en cuir souple. Sur la couverture, gravée en lettres dorées, on pouvait lire « Au-delà du temps » par Étienne Moreau. « Votre roman » murmura-t-elle, passant ses doigts sur les lettres en relief. « Vous l'avez terminé. » « En fait, nous l'avons terminé. » Il sourit, une émotion contenue brillant dans ses yeux. « Notre histoire est là, transformée par la fiction, mais vraie dans son essence, et autre chose. » Sophie ouvrit le livre, feuilletant les pages jusqu'à la dédicace. Pour Sophie qui m'a appris que l'amour véritable transcende le temps, la distance et même la certitude du lendemain. Et pour Louis, preuve vivante que les miracles arrivent. Quand on s'y attend le moins. Vous êtes la fin heureuse que je n'ai jamais osé écrire. Dans les pages suivantes, Sophie trouva non seulement le roman qu'il avait commencé tant d'années auparavant, mais aussi des lettres adressées à Louis, une pour chaque anniversaire futur, chaque étape importante à venir. Diplôme, premier emploi, peut-être un jour son propre mariage. Des lettres qu'Étienne avait commencé à écrire pendant sa convalescence, se préparant à la possibilité de ne pas être physiquement présent à tous les moments importants de la vie de son fils. Étienne. Les mots lui manquèrent, remplacés par des larmes d'émotion. « Je sais que je ne serai peut-être pas là pour tous ces moments, » expliqua-t-il, sa voix basse pour que seule elle puisse entendre. Les médecins ont été clairs à ce sujet. Chaque année est un cadeau, supplémentaire, pas une garantie. Alors j'ai commencé à écrire ces lettres, comme une façon d'être présent même dans l'absence. Mais ensuite, il sourit, regardant Louis qui discutait maintenant avec animation avec Hélène. Ensuite, j'ai réalisé que, indépendamment du temps que nous aurons ensemble, l'amour que nous avons construit est déjà éternel. Il est dans l'Institut, il est dans les vies que nous touchons ensemble, il est dans notre fils, et maintenant, il est aussi dans ces pages. Ce soir-là, tandis qu'ils rentrèrent chez eux, non plus l'imposant manoir des Vagues, qui abritait maintenant le siège administratif de la Fondation, mais une maison plus petite et plus accueillante qu'ils avaient construite près de l'Institut. Sophie réfléchissait aux extraordinaires rebondissements que la vie pouvait prendre. 6 ans auparavant, elle n'était qu'une jeune professeure prenant soin de sa mère malade, observant avec curiosité le manoir voisin. Elle n'aurait pu imaginer qu'un simple geste d'aide à un étranger transformerait son existence si complètement, la reliant à un amour qui défiait les attentes et transcendait les limites. Après avoir mis Louise au lit, avec Étienne à ses côtés racontant l'histoire nocturne qui faisait partie sacrée de leur routine, Sophie alla sur la terrasse qui offrait une vue sur la mer. La pleine lune déversait de l'argent liquide sur les eaux de la baie, créant un chemin lumineux qui semblait s'étendre jusqu'à l'infini. Étienne la rejoignit quelques instants plus tard, l'enlaçant par derrière, son menton reposant doucement sur son épaule. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, sa voix un murmure contre sa peau. « À combien la vie est imprévisible? À comment nous trouvons l'amour dans les endroits les plus inattendus ?» Elle se tourna dans ses bras, rencontrant son regard. À comment certains amours semblent écrits dans les étoiles, inévitables, même quand toutes les circonstances conspirent contre eux. « Tu crois au destin maintenant, professeur ?» la taquina-t-il gentiment, une référence aux nombreuses conversations philosophiques qu'ils avaient eues au fil des ans. « Je crois au choix, » répondit-elle, touchant son visage avec tendresse, au courage d'ouvrir la porte quand quelqu'un frappe, à la volonté de voir au-delà des apparences, à la décision quotidienne d'aimer même en sachant que tout amour porte le risque de la perte. Étienne sourit, ce sourire qui faisait encore sauter un battement au cœur de Sophie. « Sais-tu ce que j'ai appris de plus avec toi après toutes ces années ?» demanda-t-il. « Quoi donc ? Que l'amour n'a pas besoin d'être éternel pour être infini. » Il approcha son visage, ses lèvres presque touchant les siennes. Chaque moment pleinement vécu contient sa propre éternité. Tandis qu'ils s'embrassaient sous le clair de lune de Saint-Malo,
avec le son des vagues comme bande sonore et la brise tiède de la nuit caressant leur visage, Sophie ressentit cette certitude qui avait grandi en elle au fil des ans. Certains amours ne tiennent pas dans une seule vie. Ils transcendent le temps, transforment les destins et continuent à résonner longtemps après que les histoires semblent terminées. Car la vérité qu'elle et Étienne avaient découverte ensemble était qu'il n'existe pas de fin, seulement de nouveaux commencements, de nouvelles façons d'aimer, de nouvelles manières de laisser sa marque dans le monde. Et dans cette continuité, dans cette capacité de transformation constante, résidait la vraie magie de l'amour. « Que dirais-tu de passer du temps dans la serre demain ?» murmura Étienne. « Louis adore voir les orchidées. »« Parfait, » répondit-elle, se blottissant davantage dans ses bras. « Un jour à la fois, n'est-ce pas ?»« Un jour à la fois, acquiesça-t-il. Chacun vécut pleinement, comme s'il était éternel. Et dans la quiétude de cette nuit étoilée, bercés par le son des vagues et par l'amour qu'ils avaient reconstruit contre toute probabilité, ils savaient qu'ils avaient trouvé la plus rare des bénédictions, non seulement du temps supplémentaire, mais la sagesse de le remplir de sens. Non seulement un amour qui avait résisté aux tempêtes, mais un qui fleurissait plus fort à chaque défi surmonté. Tandis que les lumières de Saint-Malo scintillaient au loin et que le vent murmurait entre les feuilles des arbres, Sophie et Étienne restaient enlacés sur la terrasse, témoins silencieux d'un miracle quotidien, le miracle de deux vies qui, en se rencontrant, avaient créé quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Quelque chose qui continuerait à fleurir, à transformer des vies, à inspirer des cœurs, bien au-delà de l'horizon visible, bien au-delà du temps mesurable. Quelque chose qui, comme les plus belles histoires d'amour, ne se termine jamais, vraiment. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Sophie et Étienne a profondément touché vos cœurs. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Trouvez-la ici en cliquant à votre gauche. Si cette narration a éveillé des émotions en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité et la beauté de la vie.